Bonjour à tous, nous sommes le 3 février en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de Vendée Globe 2020 de 21h UTC. Petite tasse de café ou de thé et on s'installe tranquillement et on va aller monter à bord de quelques bateaux qui n'ont pas terminé ce Vendée Globe et qui se battent encore contre les éléments, contre les différents concurrents, les autres, et puis conserver une place, rattraper une nouvelle place, on va regarder ça. Petite mise à jour, donc j'avais dit hier que a priori sur le routage Clarisse Kremer devait arriver le 2 février en soirée en France, et ça n'est pas le cas. Elle a mis à jour en disant qu'elle allait rester ralentir fortement en mer. La raison étant que la marée, j'avais montré hier, n'était ouverte que vers le matin, 8h du matin je crois à peu près, en France, heure française, et c'est beaucoup plus confortable et moins dangereux en fait de naviguer lentement un peu au large, où il y a moins de mer a priori et moins de risques, plus de possibilités de manœuvrer, de se mettre dos au vent par exemple dans une zone, dans un mode qui est plus confortable et moins risqué. Tandis que quand on est contre la côte, il y a peu de chances il y a plein de manœuvres qu'on ne peut pas faire, qui sont dangereuses. La mer peut être extrêmement hachée. Donc, je pense que c'est principalement la raison de son choix. Sachant qu'en plus, ça ne change rien vraiment pour son classement. Donc, autant attendre lentement en mer et arriver donc le matin dans la marée. J'ai lu aujourd'hui que c'était la navigatrice qui aura fait le tour du monde à la voile en solitaire le plus rapidement de l'histoire. Apparemment, apparemment, je me souviens de l'excellente performance, je crois, dans les années 2000 de Ellen MacArthur, qui avait fini deuxième. Je pense que c'est le meilleur résultat d'une femme à bord sur le Vendée Globe. Mais la technologie a évolué et puis elle a été capable, Clarisse Kremer, de faire plus vite que Ellen MacArthur. Je ne veux pas regarder la véracité de ses propos, mais apparemment, c'est vrai, c'était quand même publié par le Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comparer d'abord les routes qu'on a fait par rapport à hier, enfin les routes que les navigateurs ont pris par rapport à hier sur ces bateaux-là. Il y a certains bons points, d'autres pas bons, pas bons du tout. Et puis, on va mettre à jour un peu ces bateaux-là et leur stratégie. Et puis, on va regarder le routage d'un bateau de ces groupes-là. Ils sont assez proches, donc on va les router. On va regarder un peu qu'est-ce qui s'annonce pour eux et comment ça se compare par rapport à ceux qui sont devant. Sachant que l'écart est quand même très important, il y a peu de chances qu'il y ait des changements de classement, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que la personne, Manuel Cousin, qui est en 21e place, puisse rattraper Didac Costa. C'est quand même assez établi, même si, bon, des choses peuvent se passer à la fin. Alors, on va commencer par le routage que j'ai fait hier pour Charal et Pure Best Western, donc Jérémy Bayou et Romain Attanasio. C'est très mauvais. Je sais pas. La direction est à peu près bonne de manière générale, mais mon routage les annonce quand même très très en avance. Là, il y a, je sais pas, 7, 8 heures de différence. Ils sont en retard énormément. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés à travers les Açores, entre les Açores. Ils ont quand même de grosses mers. Il annonçait 5 mètres sur la cartographie, mais j'ai regardé les Mégribes, dont disent plutôt 6 mètres de creux, entre 5 mètres 50 et 6 mètres 2, 6 mètres 3, donc c'est quand même une assez forte mer. Je n'ai pas pu expliquer pourquoi, mais Polaire annonçait une route aussi beaucoup plus favorable que ce qu'ils ont eu. Clairement, je pense que la mer a joué. Mais Polaire ne tient pas compte de la mer, donc clairement, je trouve toujours que quand il y a beaucoup de mer, mes polaires sont un peu optimistes, mais là, c'est beaucoup. Est-ce que, en fait, ma meilleure hypothèse, et je me suis creusé la tête, c'était le fait que de traverser ce plateau continental ici, parce que ce sont des îles, continental, peut-être c'est un peu pas le bon mot, mais enfin, il y a comme des hauts fonds ici, donc ils relèvent beaucoup le niveau du sol, et ça a tendance à lever des mers extrêmement mauvaises, surtout avec des vagues plus fortes, mais surtout plus courtes en fréquence. Donc l'écart entre deux vagues est beaucoup plus étroit, ce qui est jamais bon pour naviguer. C'est ma meilleure hypothèse, je vous avoue que ce n'est qu'une hypothèse, je ne sais pas. Je vous recommande en fait d'écrire sur Twitter à chacun des marins. Si tout le monde le fait, peut-être qu'on va finir par avoir la réponse. Pourquoi ils se traînent? Pourquoi ils se traînent? Ceci dit, les écarts sont sensiblement identiques à ce qu'ils étaient hier. Et par contre, du fait de ce fort ralentissement, les marins sont annoncés plutôt plus tard que prévu. Ce qui me laisse à penser qu'ils sont plus tard que ce qu'ils avaient prévu aussi, parce que je sais que mon routage d'hier annonçait vraiment la même date d'arrivée que Romain Attanasio. Donc par exemple, Romain Attanasio était prévu plutôt pour le samedi 6, je crois bien que c'est le samedi 6, c'est ça, le samedi 6 au matin. Il arrive un peu plus tard, mais pas beaucoup, c'est à peu près pareil, ce qui me surprend encore beaucoup, je ne sais pas trop pourquoi... Ah si, je vais expliquer ça. Et par contre, Charal arrive quand même 8 ou 10 heures plus tard que ce que j'avais prévu.
hier. Ce qui leur attend devant eux, on va regarder ça tout de suite. Ah non, on va regarder ça après, parce qu'il y a une autre bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle sur les routages que j'ai fait de ce groupe-ci. Excusez-moi, ça rame un peu. Là, je suis impressionné. La Micaline est un tout petit peu en retard par rapport à mon routage. La fabrique est parfaite. Medallia est parfaite. Et One Planet Ocean, parfaite aussi. Là, c'est le méga score. Ils suivent vraiment le même, en tout cas la même vitesse que ce qui est prévu sur les polaires que j'ai ajusté un peu pour chaque bateau. Hein. J'utilise pas les mêmes polaires pour Medallia, One Planet Ocean et c'est ceux-là. Et puis j'utilise pas les mêmes que ceux qui sont sur les foilers. Mais et surtout de manière générale, ils sont quand même pas mal proches des routes optimales que j'avais calculées. Sachant que la fabrique, sa route optimale c'est la jaune et la Micaline c'est la rouge, donc ils sont légèrement plus est. Sachant que Pip A est vraiment beaucoup plus est. Une des choses que j'ai remarqué, que je voudrais mentionner tant qu'à faire, cette méga courbe comme ceci, qui est quand même présente pour tous les concurrents et qui les amène beaucoup plus à l'ouest que ceux qui sont passés en tête, le groupe de Louis Borton, Jean Le Cam et Apivia, etc., enfin Charlie Dana, et ils font beaucoup plus de routes qu'eux, et il y a une vidéo du 2 février où Pip A explique, en anglais, mais ça me dérange pas trop moi, et qui explique exactement ça, exactement cette courbe-là, et que c'est expliqué par cette grande dorsale ici. Petit point sur cette dorsale, vite fait, parce que ça touche en fait probablement mon cas. La raison étant qu'en fait c'est une situation pas assez courante, mais pas extrêmement courante. Ça là, ça a apporté une grosse tempête de neige chez moi. On appelle ça un nor'easter. Et c'est en fait une tempête qui vient du sud, qui vient des tropiques en fait, et qui remonte, et qui plutôt que de se décaler vers l'ouest, comme immédiatement dans l'ouest, remonte très fortement dans le nord et est un peu bloqué par ce front ici, de vent polaire qui descend, et qui reste un peu bloqué ici. Et on appelle ça nor'easter parce qu'il va vers le nord et il vient de l'est. Et ça apporte beaucoup de neige souvent, parfois de la pluie. Et il va finir par se décaler lentement, mais beaucoup plus lentement que ce qu'une dépression classique fait. Voilà, petit point sur la météo de nord-est des États-Unis. Alors maintenant, on s'intéresse à ce que Romain Attanasio et Jérémy Bayou vont voir comme temps. Donc, ils sont plus en retard que ce que j'avais routé. J'avais donné l'hypothèse de la mer. Je vous montrerai peut-être la grille après. Ils naviguent dans des conditions assez costauds. 30 nœuds de vent établis, 35, 36 sur les grilles annoncées en rafale. Ils ont probablement 40 nœuds, donc ça souffle pas mal. Et il y a plutôt 6 mètres de creux que 5. Donc c'est une bonne mer. On avait dit que donc ils vont être poussés par cette dépression-là, qui s'arrête un peu en route et qui va les reprendre un peu plus tard. Donc ils vont retrouver des conditions molles de vent et assez instables, plus vite que prévu, plus vite que la météo d'hier. La météo change quand même pas mal en ce moment dans cette zone-là, et un peu comme ce qui a été fait pour les premiers. Donc je suis assez surpris à quel point la météo est peu précise, en tout cas pour moi. Je veux pas la météo payante, mais les concurrents se plaignent de la météo qui change beaucoup aussi, donc je pense que c'est la même chose pour eux. Et puis, plutôt que de finir sur des zones complètement molles, a priori, ils se font quand même rattraper par cette dépression ici. La raison étant que simplement, ils ont quand même des conditions plus molles avant, en finale. Et c'est la raison principale, je pense, pourquoi Charal, non, j'en sais rien, il devrait arriver à peu près plus tard, parce qu'ils sont quand même plus tard. Je dois vous avouer que ce routage-là, sur ces deux-là, entre hier et aujourd'hui, je suis un peu perplexe. Il y a des choses qui sont pareilles, la route est à peu près similaire. La météo a un peu changé, mais alors pourquoi ils sont aussi en retard, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est ce qui les attend, et ils seront plutôt arrivés vers le 6, je crois, on va vérifier. Voilà, le 6, c'est ça, en matin et en tout début en nuit pour Charal, a priori. Donc il n'y a pas énormément de différence de manière générale entre les routes des différents bateaux qu'on avait vus hier. J'ai routé ici la Micaline, la Fabrique et Medallia, qui sont... la Fabrique est le plus à l'ouest, et la Micaline est au 15e position, le plus au nord et un petit peu plus est. Mais ceux qui sont derrière sont vraiment groupés, donc ils vont faire une route similaire. Et puis ils vont se battre à savoir qui rattrape l'autre. Mais par contre, on peut voir que la route de Medallia est un petit peu située un peu plus calée, un peu plus à l'ouest, mais par contre permet de retourner un peu plus à l'intérieur que les autres, a priori sur la route optimale. Et ça lui permet, si on regarde les écarts, on verra que... attendez, je fais une pause parce que j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'avais oublié l'isochrones de Medallia. Donc on peut voir que les écarts entre ceux de tête vont vraiment être ridicules, et que Medallia va faire une route légèrement plus courte que les autres. C'est ce qu'on avait un peu vu hier, et qui lui permet de, par moment, rétrécir un petit peu l'écart avec ceux de devant.
Ça va être difficile hein, malgré tout, mais si elle est capable de naviguer, de pousser son bateau dans des conditions de mer de vent assez étendues, hein, quand même, là on annonce quand même bon 25-30 nœuds, c'est pas rien, et bien elle pourrait rattraper a priori les autres. Alors on peut voir, chose importante aussi, proche de l'arrivée, je peux regarder quand est-ce que c'est ça pour la fabrique, ou à peu près ici, le, le 8, donc dans 5 jours, 5, 6, 7, 8, dans 5, 6 jours, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, mais donc c'est pas extrêmement précis encore, mais ça commence à se préciser. Là, il y a une forte dépression ici, bien creuse, avec 50 nœuds, 55 nœuds, 60 nœuds même, quasiment en rafale. C'est un peu le même genre de dépression qu'Armel Tripon avait fait. Pour le moment, la trajectoire de cette dépression, qui est énorme, hein, vous regardez la taille de ce truc, elle est plutôt positionnée très sud. Il y a plus d'anticyclone des Açores. Bon, alors, il est plutôt situé très au sud, quoi, disons. Et c'est plutôt le Cap-Vert. Et donc, elle veut passer très au sud, donc pour le moment, les marins vont l'éviter. Elle passe devant et puis elle devrait s'écraser un peu sur l'Espagne plutôt. Et puis on voit un autre monstre qui s'en vient ici. C'est à surveiller parce que les modèles météo, je trouve, changent quand même beaucoup dans cette zone en ce moment. Mais donc les marins doivent aussi pas mal checker parce que 60 nœuds, ça fait très mal. Donc un petit mot sur Didac Costa qui fait partie du groupe normalement, mais qui est un petit peu en retrait et qui a un bateau de même génération que Pipe A, peut-être un peu plus récent, mais de même génération. Et sa route ne correspond pas tout à fait à celle que nous avons calculée optimale à nous. Il prend une route plus est, hein, moins extrême comme les autres. Donc il se situe donc maintenant à l'intérieur. Je ne suis pas certain de savoir exactement pourquoi, je dois vous avouer. Lorsqu'on regarde la météo qui s'en vient, il devrait continuer à prendre une route pas mal ouest pour aller chercher cette dépression, la bordure ici. Alors le fait d'être plus tard fait que quand il va arriver proche de la dépression ici, la dépression sera plus est. Donc forcément sa route est plus est. Ceci dit, j'ai trouvé que son cap n'était pas tout à fait celui que j'avais calculé. Peut-être qu'il cherche à assurer le coup et à être sûr de prendre cette dépression-là, mais le risque c'est quand même de se taper moins de vent avant et de se retrouver trop au sud. Ça raccourcit aussi la route hein, quand même. De toute façon, pour lui, a priori, c'est pas mal râpé pour réussir à rattraper cette dépression-là, contrairement aux autres. Donc, il est possible qu'il ait pris une route plus... Ah oui, et puis, c'est ça en fait. Et puis, ben, il y a ce monstre que je viens d'expliquer, hein, qu'il faut surveiller, qui est très creux. Donc, en prenant un peu plus est, il va ralentir un petit peu et se retrouver très très sud de cette dépression-là pour être sûr de ne pas se retrouver enfermé dans ces gros vents. Pour le moment, sa route calculée passe en plein dedans et c'est sûr qu'il va pas se taper la plus grosse tempête de son Vendée Globe à quelques jours de l'arrivée, 5 jours de l'arrivée. Donc effectivement, c'est probablement ce qui se passe. Il est en train de prendre une décision par rapport à cette dépression-là ici, qui est vraiment très forte. Elle est aussi forte à peu près que ce que Armel Tripon a voulu échapper et a attendu. Par contre, elle est située plus sud, ce qui est gênant, hein, parce que il faut quelque part passer à l'Espagne pour pour arriver. Donc c'est à surveiller, c'est pas des décisions faciles pour les marins, et puis je pense qu'il est pas super content. En tout cas, à sa place, moi je peux arriver. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on aurait peut-être le temps quand même de regarder ce qui se passe pour le groupe de Manuel Seta, pardon, Manuel Cousin, je sais pas pourquoi j'inverse toujours les deux, Manuel Cousin, Clément Giraud et Miranda Méron. On regardera ceux qui remontent l'Atlantique Sud peut-être demain, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas routés. Et donc on va regarder un peu leur route et les comparer à ceux qui sont devant, ce groupe-ci de 15 à 20. Et on peut voir que leur route prévue est beaucoup plus directe, ressemble beaucoup plus à celle que les groupes de tête ont fait, et les conditions étant plus favorables pour eux et auront moins de distance à parcourir. Hein. Pardon, je vais faire un peu plus rapidement. Pour le moment, ils vont arriver aux Alizés, pour le moment, ils traversent le poteau noir. Donc le timing de quand ils vont arriver dans cette zone-là est encore peu précis, parce que mes modèles ne me permettent pas d'analyser vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du poteau noir. Mes simulations sont pas très précises. Mais c'est tout droit, ça c'est normal, c'est les alizés, mais surtout l'enchaînement ici semble un peu plus direct. Alors pas tellement, oui un peu plus direct, et l'une des raisons c'est que l'anticyclone ici, il n'y a pas cette grande barrière qui est présente, on ne le voit pas ici là, il n'y a pas cette grande barrière qui les gêne, et ils peuvent, ou en tout cas elle n'est pas aussi présente, et ils peuvent enchaîner pour prendre le sud de cette dépression là. Qui devrait leur permettre donc de prendre un bon train portant pour remonter vers les sables.
Sachant que toujours le risque, c'est qu'une dépression vraiment forte les attende. Pour le moment, c'est le cas, c'est encore un peu loin. Et puis, ils devraient se situer encore assez sud pour pas avoir le problème. On peut s'imaginer qu'ils auront des conditions probablement un peu similaires à ce que Romain Athanasio et Jérémy Bayou en ce moment. 30-35 nœuds, une grosse mer. Le passage des Açores va pas être pas très facile a priori. Mais c'est un peu ça qui se passe. Et bon, je n'arrive pas encore à router vers la destination. Donc c'est dans plus de 10 jours qu'ils arrivent, ça c'est sûr. Alors que tous ceux qui sont du groupe 5 à 20 arrivent dans 7 jours ou moins. Donc c'est pour bientôt pour eux, en tout cas. C'est visible, c'est visible, on peut se projeter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je vous souhaite bon vent en bonne mer et à demain.